Lorsque l'on parle d'un gouvernement, chacun comprend qu'il s'agit des personnes physiques le composant. Par exemple, en France, le gouvernement est composé du président, du Premier ministre et de tous les ministres et de tous les secrétaires d'État. En revanche, lorsqu'on parle de gouvernance, la situation est nettement moins claire. Pourtant, la gouvernance entend répondre à deux questions très simples. La première, c'est comment sont répartis les pouvoirs entre les membres du gouvernement, c'est-à-dire entre M. Macron, le Premier ministre, et puis les autres ministres. Et deuxième question, comment sont prises les décisions. Donc, je ne comprends pas pourquoi, la plupart du temps, les gens me disent « qu'est-ce que c'est que la gouvernance ?» Parce que ces questions sont très claires. Mais une fois qu'on les pose, c'est les réponses qui ne sont pas très claires, parce que les questions sont finalement difficiles. Le périmètre des responsabilités du ministre, entre eux, n'est pas toujours clair, ni celle d'ailleurs entre les responsabilités du chef d'État et du Premier ministre, on voit bien qu'à l'heure actuelle, il y a quelques flous, ni celui, bien sûr, entre les ministres et les secrétaires d'État. Par exemple, dans le domaine de la défense nationale, essayez d'y réfléchir, savez-vous exactement qui est en charge de la défense nationale en France et comment sont prises les décisions? Personnellement, je ne sais pas. Alors, le concept de gouvernance, un petit peu d'histoire, est apparu pour la première fois pour faire prévaloir le rôle des actionnaires sur celui des gestionnaires, qui abusaient de leur pouvoir, notamment dans les pays pratiquant un capitalisme anglo-saxon, où les gestionnaires s'intéressaient davantage à leurs intérêts qu'à ceux de leur entreprise, contrairement au cas du capitalisme dit rénant, en Allemagne, Suisse et Pays-Bas, où les gestionnaires faisaient l'inverse pour la simple et bonne raison que les entreprises où ils travaillaient leur appartenaient. C'est toujours le cas. Aux États-Unis et en Grande-Bretagne, les entreprises sont gérées par des capitalismes, des gérants très cosmopolites qui passent d'une entreprise à une autre et qui cherchent bien sûr à maximiser plutôt leur intérêt. Par exemple, on voit à l'heure actuelle le cas très typique de M. Ghosn, qui avait des revenus très importants et qui, s'il devait quitter l'entreprise, avait ce qu'on appelle un golden parachute, qui certainement s'élevait plutôt à 20 ou 30 millions de dollars ou d'euros, et qui n'était peut-être pas trop intéressé par l'avenir des entreprises, puisque c'est plutôt ses intérêts qui comptent. Alors que ceux qui sont propriétaires de leur entreprise, comme M. Krug, qui a créé la plus grande entreprise allemande au milieu du XVIIIe siècle, du 19e siècle, pardon, bien sûr, c'était plutôt les intérêts de l'entreprise qui primaient sur ses propres intérêts. Et donc, l'OCDE a été saisi par les actionnaires de l'entreprise pour leur dire, pourriez-vous développer des principes de bonne gouvernance? Qu'est-ce que c'est que des principes de bonne gouvernance? Eh bien, c'est lorsque il n'y a pas d'usurpation du pouvoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des actionnaires qui vont remplacer les gestionnaires qui vont remplacer les actionnaires. Lorsque les relations entre les membres du pouvoir, des membres qui ont du pouvoir sont bonnes, ils s'entendent bien ensemble, ce qui est une indication que personne ne tente de prendre le pouvoir à un autre, et lorsque le titulaire d'un poste a toutes les compétences pour remplir au mieux les fonctions de son poste. La gouvernance est mauvaise dans les situations opposées. Vous pouvez peut-être vous interroger pour savoir si dans votre établissement, dans vos établissements respectifs, la gouvernance est bonne ou mauvaise. L'OCDE a donc établi pour les entreprises des principes de bonne gouvernance en 1999, déjà pas mal d'années. Alors, partant de cette approche, la direction de l'éducation s'est posé la question de savoir s'il serait opportun ou non de développer des principes de bonne gouvernance dans le domaine de l'éducation. Bonne question. La situation était un petit peu difficile parce qu'il y a eu, de la part de certains pays, une certaine résistance. Développer des principes de bonne gouvernance pour les établissements. Troisième niveau, la répartition des responsabilités au sein des établissements. Alors, les mentalités changent et vont encore changer. Il est difficile d'imaginer, d'une part, que le rôle du chef d'établissement soit simplement de mettre en œuvre les instructions ministérielles et de l'autre soit le seul à prendre n'importe quelle décision dans son établissement sans consulter quiconque. Désormais, il est de plus en plus le chef d'établissement, doit prendre des initiatives, être évalué sur sa capacité à en prendre, à les réaliser avec succès, à gérer en consultation avec d'autres parties prenantes de l'établissement, à fixer des objectifs
pour l'établissement, mais aussi, en France, à les atteindre par une sorte de gestion par objectif, qui est quelque chose de très nouveau. Et donc, au lieu d'être un simple administrateur ou un gestionnaire, de pratiquer un leadership partagé, comme je l'ai déjà dit. Donc, une gestion par objectif, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui, bien sûr, s'inscrit très, très doucement dans la mentalité des chefs d'établissement. À l'avenir, les chefs d'établissement devront avoir plus de responsabilités. Ils devront être mieux préparés pour cela et en conséquence être mieux formés, notamment pour les tâches administratives et l'encadrement pédagogique. Ils devront partager ces responsabilités tant en amont vers la communauté d'établissement qu'en aval vers les enseignants. Ils devront donc favoriser le travail en équipe parmi les enseignants ainsi qu'une approche systémique des politiques et des pratiques d'encadrement. Ils devront s'appuyer davantage sur l'engagement des acteurs plutôt que sur leur conformité à des injonctions. Ils devront enfin procéder à l'évaluation régulière des enseignants et en tirer les conclusions pour une éventuelle formation professionnelle. Là encore, ce serait une révolution. Vous savez tous que dans le secteur privé, on a au moins une évaluation annuelle d'où on tire une conclusion sur les formations professionnelles. Et dans le système éducatif français, ce n'est absolument pas fait. Il y a une totale séparation entre l'évaluation et les évaluations et les formations professionnelles. Les entreprises réclament de plus en plus que les jeunes diplômés soient très flexibles, puisque les entreprises pensent que ceux qui ont des compétences qui sont trop verticales ou trop professionnelles et qui n'ont aucune flexibilité ne peuvent pas rester très longtemps dans les mêmes entreprises. Alors, ce qui compte, bien sûr, davantage que les compétences purement professionnelles, ce sont les compétences dites transversales que tout employé doit posséder. Vous le savez, par exemple, le numérique ou la communication. Mais parmi ces compétences, la plus importante, c'est la résolution de problèmes. Or, cette compétence nécessite un apprentissage, non pas par discipline, comme c'est le cas dans la plupart des systèmes éducatifs du monde, mais une éducation par thème, et là j'aimerais bien avoir l'avis de Michel là-dessus, comme le font déjà l'Estonie, ou par phénomène, comme en Islande. Par exemple, un thème peut être celui de l'eau, qui peut être décliné suivant la physique, la biologie, l'écologie, la politique, la sociologie, etc. Or, l'enseignement de telles compétences, l'enseignement par thème, nécessite évidemment une modification profonde de l'organisation scolaire dans ces temps et ces lieux, ce qui va conférer un rôle essentiel aux chefs d'établissement. Notons que l'Estonie et la Finlande, qui utilisent donc cette nouvelle forme de pédagogie, ont les élèves qui ont les meilleurs scores des enquêtes de PISA. La loi en économie politique, selon laquelle atteindre simultanément l'efficacité et l'équité, n'était pas possible, mais que, en revanche, dans le domaine de l'éducation, que j'appelle l'éducation politique, c'était tout à fait possible. On l'avait démontré dans PISA, puisque les pays dont les élèves ont les meilleurs scores dans PISA sont bien des pays où les inégalités scolaires sont les plus faibles, ce qui est quand même un résultat tout à fait remarquable et qu'on s'est empressé bien sûr de faire savoir ubi et orbi dans le monde, surtout en France, puisque en France, non seulement les élèves français ne sont pas parmi les meilleurs, puisque se classe 20e, et que en même temps l'équité l'équité française se place en TP8e parmi les 34 pays de l'OCDE, ce qui veut dire que l'école républicaine n'existe pas vraiment et que l'égalité des chances n'existe pas non plus dans notre pays. Ce qui n'a pas du tout fait plaisir, bien sûr, aux autorités de notre pays. Mais Vincent Peillon, lui, il a même dit que l'égalité des chances et l'école républicaine reculaient dans notre pays. Donc, que faut-il faire? C'est que, bien sûr, on peut penser que c'est le ministre de l'Éducation nationale qui doit travailler. Peut-être peut-on penser que c'est le recteur qui doit travailler sur cette question. À notre avis, à l'OCDE, et on l'a dit, on l'a redit, l'action doit être menée au niveau du chef d'établissement. D'abord, parce qu'il faut éviter les classes de niveau, au contraire renforcer la mixité scolaire qui évite l'échec scolaire. Donc, la mixité scolaire, c'est pas la mixité sociale. La mixité scolaire, c'est de veiller à ce que tous les élèves, qu'ils soient bons ou mauvais,
pour utiliser l'appellation générale, qui soient mis ensemble, repérer très tôt les élèves susceptibles de décrochage scolaire et prendre les mesures pour les aider, c'est le chef d'établissement qui peut le faire, éviter les redoublements et favoriser l'évaluation formative. Vous savez qu'on a beaucoup de retard sur l'évaluation formative en France, alors qu'elle a fait ses preuves dans un très grand nombre de pays. Là encore, le chef d'établissement peut intervenir. Offrir aux élèves à risque des services efficaces de conseil et d'orientation professionnelle et par ailleurs assouplir et diversifier les programmes d'enseignement. Un complément de soutien scolaire à la fin du secondaire peut également inciter les élèves à rester à l'école, vu que notre ministre vient de l'introduire. Soutenir les enseignants afin qu'ils améliorent leur méthode pour aider les élèves qui prennent du retard. Là encore, le chef d'établissement peut le faire. Et développer une relation fonctionnelle entre l'école et la famille pour l'apprentissage des élèves. Bien que souvent, les élèves qui sont en difficulté sont des élèves qui ont des familles en difficulté. Le chef d'établissement peut intervenir.